invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Damien Charlet d'être avec nous également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Et Bastien Dru nous accompagne également. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique chez CPR Asset Management. Plus 1,6% pour la croissance américaine au premier trimestre en rythme trimestriel annualisé. C'est la manière dont les États-Unis publient leurs chiffres de croissance, une première estimation qui est plus une approximation qu'autre chose. Bastien, ce qui est intéressant, c'est quand on décompose un peu le PIB et qu'on se permet d'enlever certaines composantes particulièrement volatiles, on se retrouve avec un chiffre plus important que ces 1,6% affichés au global. Oui, effectivement, c'est vrai. Quand on regarde la demande intérieure, elle progresse encore sur un rythme tout à fait correct. Mais on ne peut pas se permettre de choisir chaque trimestre les composantes qu'on va garder, celles qu'on ne va pas garder, quoi. Donc bon, si on regarde le chiffre en headline, là, le 1,6% en trimestre sur trimestre annualisé, c'est à peu près là que doit être à peu près la croissance actuellement, si on regarde la réalité de l'économie américaine. Parce que moi, j'ai tendance à croire que les chiffres de PIB sur les derniers trimestres ont plutôt surestimé la croissance de l'activité. Donc nous, on ne pense pas du tout qu'on était dans une période de récession aux États-Unis, mais la croissance était faible. C'est ce qu'indique par exemple le Beige Book, c'est ce qu'indique les ISM par exemple. On a des ISM composites qui sont seulement à 51 aux États-Unis. C'est pas catastrophique, mais c'est franchement médiocre. Donc la croissance d'activité est assez faible. Cette semaine, il y avait les PMI qui étaient sur du 51 aussi. Donc, c'est à peu près là où elle doit être finalement, cette croissance, si on regarde la réalité de l'économie, quoi. Après, les marchés n'ont pas réagi à ce chiffre-là. Les marchés ont réagi au déflateur du PIB, au corps PCE, donc trimestriel, qui est sorti à 3,4, si je ne me trompe pas. Le PCE est à 3,4, le corps PCE trimestriel est à 3,7. Et c'est là que, en fait, l'inflation n'est jamais présentée comme ça, quoi. C'est calculé en trimestre sur trimestre annualisé. Quand Jérôme Powell parle d'inflation, Christine Lagarde parle d'inflation, les membres du FOMC parlent d'inflation, ils parlent toujours d'inflation en glissement annuel. De temps en temps, là, quand ils veulent faire une petite sortie, regarde la variation sur 6 mois annualisée, allez, peut-être, mais sur 3 mois annualisée, non, jamais. Donc, si le même chiffre que celui qui est sorti aujourd'hui, donc le corps PCE, qui sort du rapport de PIB et qu'on prend en glissement annuel, le corps PCE, il continue à décélérer très fort et il est vers les 2,8. D'accord. Donc en fait, finalement, il est à peu près là où on l'attend. Il y a une histoire de présentation statistique, je vous dis. Mais tout à fait, oui, de toute façon. Et c'est ça qui plombe beaucoup d'acteurs sur les marchés financiers, c'est qu'il y a une sorte de confusion statistique sur plein de choses aux États-Unis. L'inflation est calculée de deux façons, avec le CPI, le PCE. Là, on voit en trimestre sur trimestre annualisé. Oui, en c'est une forme d'exceptionnalisme américain encore. Nous, on publie, c'est du quarter sur quarter, c'est trimestre sur trimestre. Eux, ils annualisent en plus leurs chiffres trimestriels. Il y a une sorte de confusion sur beaucoup d'indicateurs. Il y a aussi sur le marché du travail. On a aussi des chiffres qui sont sortis hier qui montrent que les créations d'emplois dont on parle tout le temps, qui sont mesurées dans le Job Report, elles sont vraisemblablement très très surestimées dans la réalité des choses. C'était pour le T3, donc on connaît la réalité avec beaucoup de retard. Mais par exemple pour le T3 2023, il y a eu des destructions d'emplois. Pour 200 000 emplois détruits au T3 2023, alors que si on regarde les chiffres du Job Report, ceux qui sont encore officiels, ils indiquent une croissance des emplois de 400 000, quoi. Enfin, 400 000, 500 000, je ne sais plus exactement. Mais du coup, la différence avec la réalité, elle est extrêmement forte. Bien sûr. Et ça, on le retrouve sur croissance, inflation, chômage. Et on est dans une sorte de confusion statistique pour les États-Unis spécifiquement, alors que ça, on le retrouve beaucoup moins en zone euro, parce qu'en zone euro, on va regarder qu'un seul CPI, on va le regarder toujours de la même façon, toujours en glissement annuel, et voilà, quoi. Donc, pour les États-Unis, c'est beaucoup plus confusant, quoi, quelque part. Et ça s'en ressent de toute façon sur les réactions de marché. Les marchés sont un petit peu perdus sur, finalement, l'évolution de l'inflation. Là, la réaction de marché, c'est quand même les taux qui montent, et on baisse encore les probabilités, les anticipations de baisse de toute la Fed. Maintenant, c'est à peine une baisse pricée pour la toute fin d'année 2024. Tout à fait. Alors que finalement, peut-être la toute petite information qu'il y a dans ce rapport de PIB sur l'inflation,
c'est celle qui concerne le chiffre qui va sortir demain, Ouais. le corps PCE qui va sortir demain. Et ce que ça indique, c'est que le corps PCE en glissement annuel devrait sortir vers 2,8. On est déjà à 2,8, donc bon, effectivement. D'accord. Mais Jérôme Powell, la semaine dernière, a déjà dit Ouais. que les économistes de la Fed s'attendaient à ce que ce soit 2,8 demain. D'accord. Et Jérôme Powell, le vice-président de la Fed aussi, enfin voilà, donc ils avaient déjà calculé ce chiffre-là. Donc finalement, il y a très très peu de nouveautés, il y a très peu d'informations J'entends. sur l'inflation, dans ce J'entends. rapport sur le PIB. Et donc, Mais les marchés, voilà. ouais. Mais ça, c'est un vrai sujet. Bon, l'instantanéité est partout, mais c'est vrai que le marché réagit très fortement aux estimations flash, aux premières estimations, et même juste la deuxième lecture, qui vient quand même assez rapidement, est généralement Mais c'est complètement très clair. minorée, voire passe complètement C'est- sous les c'est radars. comme, Alors que vous le dites, hein, l'histoire est parfois très différente, ne serait-ce qu'un ou deux trimestres en arrière par rapport à ce qu'on pensait Ouais. à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi les marchés réagissent comme ça, c'est parce que Jérôme Powell, depuis quelques semaines, a fait passer l'idée que de toute façon, il n'allait regarder que le headline, que les gros chiffres qui sortent. C'est ça qu'il a expliqué. Il aurait pu être beaucoup plus fin dans sa communication en parlant des révisions annuelles, les révisions trimestrielles, etc. Ils n'ont pas choisi cette voie-là. Ils ont choisi la voie de la prudence. On reste sur les chiffres headline, sur le CPI, les chiffres de CPI qui sont sortis, sur le PCE. Et les marchés ont suivi sa façon de penser. Malgré ce que nous dit le marché aujourd'hui, est-ce que c'est un chiffre et un rapport qui permet à la Fed d'entretenir quand même l'idée que des baisses de taux assurantielles sont appropriées à un certain point cette année? Mais de toute façon, oui, ils vont conserver cette idée parce que l'indicateur. La réunion, c'est la semaine prochaine. Hein. L'indication, oui. Mais- même s'il n'y a pas de mise à jour des mais perspectives, il faudra exactement. bien quand même qu'ils s'expriment là-dessus. Oui, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas plus de confiance sur la convergence vers 2% de l'inflation. Ça, ils l'ont déjà dit la semaine dernière. Ils vont rester là-dessus. Ils vont dire qu'ils vont peut-être être un peu plus patients. Mais ça, ils l'ont déjà dit la semaine dernière, en fait. Ils se sont déjà ajustés au pricing de marché la semaine dernière. Maintenant, l'enlever de leur scénario, je pense que ça leur poserait d'énormes problèmes de crédibilité. Parce que s'ils passaient sur un scénario de zéro baisse de taux en 2024, ils prendraient le risque de se faire prendre à contre-pied encore dans 3 mois, quand le corps PCE, lui, il arrivera à 2,5 ou voire en dessous de 2,5. Et ça, on peut le projeter avec une forme de confiance? Un corps PCE à 2,5 dans quelques mois? Le corps PCE, il y a trois composantes. Les biens non énergétiques, ça baisse, c'est en déflation. Oui. Déjà, on est revenu. Il n'y a à plus de déflation. sujet là-dessus, je crois. Et ça va rester comme ça. Le logement, ça va continuer à baisser lentement. Peut-être moins vite que prévu, mais ça baisse toujours. Et après, il reste les services. Et les services, quand on regarde le PCE, c'était reparti à la baisse, quoi. Et alors après, ce qui est super confusant, c'est que donc les services hors logement, dans le PCI et dans le PCE, la corrélation est très très faible. J'ai fait un calcul de corrélation, il est super faible. Donc on peut très bien avoir un super corps qui baisse dans le PCE, mais qui est très fort dans le CPI. Donc voilà, c'est la grande confusion pour les statistiques d'inflation aux États-Unis. Moi, j'ai l'exemple en tête. Alors, c'était sur le dernier CPI, c'était l'histoire de l'assurance automobile. Donc, dans le Exactement. CPI, mesuré à plus 22%, et dans le PPI, qui entre en compte dans la mesure du PCE, c'est plus 6. Exactement. Pour le même item, quoi. Exactement, ouais. Et Bon. ça, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour tout un tas de trucs. Voilà. Est-ce que ça vous aide dans la gestion d'un portefeuille sur les marchés? Non, mais ce que vient de dire Bastien, c'est quand même passionnant, hyper intéressant quand même de rentrer un peu dans le détail et des chiffres et des révisions et de la manière dont le marché réagit aux estimations et pas aux révisions. Alors, est-ce que ça nous aide? Pas vraiment. Malheureusement. Non. Mais en revanche, effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, le vrai chiffre PCE, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Et effectivement, c'est déjà arrivé par le passé, et en particulier en 2022-2023, qu'on ait un indice PCE qui monte et un corps PCE qui baisse. Enfin, et le chiffre de demain qui baisse. Donc, il n'y a pas forcément une corrélation exacte entre avoir une mauvaise surprise sur l'indice PCE et avoir une mauvaise surprise sur l'inflation PCE qu'on aura demain. Donc, effectivement, là, les lectures, on va dire... les lectures rapides qu'on peut en faire pour demain, c'est que je crois que le consensus est à 2,6 et qu'effectivement, on sera peut-être un peu supérieur à ça. Mais
potentiellement, ça ne va pas être un drame. Et effectivement, quand on voit les tensions qu'il y a sur les taux d'intérêt aujourd'hui, et même sur les taux d'intérêt européens hier, j'allais dire ça ne nous aide pas parce que nous, on l'a subi, cette hausse des taux d'intérêt. Le marché l'a subi aussi. Maintenant, si demain, effectivement, le chiffre PCE est mauvais, on va sans doute avoir quelques turbulences parce que c'est pas impossible qu'on voit les taux d'intérêt remonter au plus haut de ces derniers mois, c'est-à-dire 5 sur les US, 3 sur l'Allemagne. Oui, là on y est quasiment. On a déjà effacé tout le rallye de novembre-décembre largement. Hein. Oui, alors on y est quasiment. 30 BP, c'est pas rien quand même. Si on reprend 30 BP sur les États-Unis et sur l'Europe. Je crois que le 30 ans a dû prendre peut-être 80 points de base par rapport à son niveau de fin décembre. Oui, absolument. Aux États-Unis, mais d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que finalement, les marchés actions, ils ont plutôt bien résisté dans un contexte où les taux d'intérêt ont pris 80 BP. Hein. Même aujourd'hui, on voit un petit coup de stress, mais on voit quand même moins et demi, c'est le point bas du jour sur les actions européennes. Après, bon, la baisse se réduit un peu. Donc pour l'instant, les marchés résistent très très bien à ce phénomène de taux d'intérêt, et je pense qu'une marché action. Au marché action, pardon. Oui. Et effectivement, je pense qu'il y a deux raisons principales à ça, c'est que pour l'instant, l'économie américaine, facialement, je dis bien facialement, effectivement, elle tient très très bien. Maintenant, nous, on reste derrière. Elle est là où elle est. J'aime bien cette idée-là. Elle est là où elle est. Où elle doit être, pardon. Elle est là où elle doit être. Facialement, le marché ne vous dit pas qu'elle est là où elle est, parce qu'on est toujours sur un scénario à 2,5% de croissance. Nous, on pense toujours qu'elle doit ralentir. Et que, effectivement, plus les taux d'intérêt restent élevés longtemps, et plus à un moment ou à un autre, ça va se rendre dans le résultat des boîtes, parce que tout le monde n'est pas cash-net, en dehors des Magnificent 5 ou 6, je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais tout le monde n'est pas cash-net, donc tout le monde ne bénéficie pas des hausses de taux. Donc il y a quand même pas mal de sociétés qui, à un moment donné, vont être obligées de se refinancer, et ça va être sans doute de fin 2024, début 2025, donc elles vont souffrir. Et donc à ce moment-là, il va y avoir un ralentissement. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on a quand même des entreprises qui publient des résultats très corrects et qui n'envoient pas des signaux d'alerte. Donc ça aussi, ça permet au marché action de bien résister. Et j'anticipe un peu peut-être sur la deuxième partie, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs qui souffrent en bourse actuellement. Mais il y a quand même des arbitrages. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui montent. Aujourd'hui, malgré à un moment dans la séance une baisse des indices à 1,5 de baisse, on avait quand même un certain nombre de secteurs qui montaient. On avait la pharma, on avait des valeurs bancaires. Les banques, bien sûr. Absolument. Donc on a actuellement des arbitrages avec des investisseurs. Et ça, je trouve ça. Et l'Europe tient quand même nettement mieux là dans les semaines de retracement d'avril. Et on le voit encore aujourd'hui. Moins techno. L'Europe est moins techno. Voilà. Et dans la hausse de taux d'intérêt, ce qu'on voit et ce qui est logique, c'est qu'il y a un moment ou un autre, les technos elles doivent souffrir un petit peu. Enfin, les valeurs de croissance, on va dire. Mais les arbitrages qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a depuis 2-3 semaines, ils sont plutôt pas désagréables pour un gérant actif, parce qu'on voit quoi ? On voit des publications de sociétés qui sont chères, qui publient potentiellement bien, comme un Moncler ou comme un Hermès, mais qui baissent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop chères. Et à l'inverse, on voit... Une ST qui publie un peu en dessous ou qui a un peu plus de difficultés. Très en dessous. Très en dessous, mais... Et alors là, de toute façon, sur un titre comme ST, les investisseurs... attendent la porte d'entrée déjà depuis quelques mois, donc tout le monde se convainc que ST, c'est la dernière fois qu'ils publient des très mauvais résultats. Ils publient quand même des très mauvais résultats. Ils avertissent. Oui, ils avertissent. Maintenant, si on regarde l'historique sur un ST... ST, le problème, c'est Apple et Tesla dépendants, quoi. De moins en moins, mais un petit peu encore quand même. Mais en bas de cycle, un ST, c'était plutôt 25 de PE. Et là, si on considère que c'est un bas de cycle, c'est 20 de PE. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une rotation un petit peu. Alors de temps en temps, le naturel revient au galop et les valeurs de croissance nous font un rebond. Mais globalement, il y a quand même un peu plus de rotation. Et donc pour un investisseur actif, c'est et ça veut dire un peu moins de concentration ou un peu moins de risque de concentration, effectivement. Exactement. Et pour des gérants qui sont diversifiés et qui regardent un peu plus la valo, comme c'est notre cas, des journées comme aujourd'hui, c'est très très bien. Donc, on met un peu l'église au milieu du village, quoi. Ouais, exactement. Alors, j'allais dire, je ne sais pas si c'est pourvu que ça dure, mais en tout cas, les indices font plus rien depuis quelques mois. Mais en sous-jacent, c'est ce qu'on avait déjà dit il y a un mois. En sous-jacent, il se passe des choses, et il se passe des choses qui sont plutôt positives pour les gérants actifs. Bon, Valérie,
votre lecture de la situation de marché, du cycle américain aussi, hein. Moi, ça m'intéresse toujours, hein. C'est vrai que là, on a vu les derniers bears capituler, on voit les premiers calls de grands brokers ou de grandes banques pour nous dire que finalement, il n'y aura pas de baisse de taux cette année, etc. Enfin, on sent qu'il y a quand même un virage qui a été pris de ce point de vue-là. Bon, alors, pour les taux, bon, moi, on rejoint à peu près mes objectifs de fin d'année dernière, puisque j'étais parmi les rares personnes à dire baisse de taux l'année prochaine, ça va pas être simple. Vous l'avez dit le 19 février, j'ai revérifié, c'était l'émission du 19 février, parce que moi je me suis parce que moi je me suis emballé depuis le call du chief économiste d'Apollo Global Management, Thorsten Slock, qui a été le premier grand pundit ou gourou à dire mon call 2024 a changé, il n'y aura pas de baisse de taux. D'autres ont embrayé derrière, en fait, mais ça remonte à vous, je suis d'accord, ça remonte à vous. Voilà. Et bon, donc, mais moi, bon, c'est difficile de dire que. Et vous gardez cette idée Laquelle? Qu'il y aura pas, oui, qu'il y a un risque non nul, voire une probabilité peut-être majoritaire, qu'il n'y ait pas de mouvement de baisse. Oui, ça reste. Avant décembre, c'est pas encore le moment de changer d'avis pour le moment, en tout cas, sur ce sujet. Mais que ce soit. Après, il y a les anticipations, il y a ce que fait le marché, parce que c'est quand même avant tout ça qui fait qu'on gagne ou qu'on perd de l'argent. C'est pas tellement la réalité des choses. Est-ce qu'on doit tout de suite repartir dans un cycle de hausse de taux important comme 2023, 2022 ? Moi, non, je ne pense pas. Et ce que je vous avais proposé le mois dernier comme lecture ou écoute de la Fed, c'était de dire que pourquoi est-ce que la Fed est plus accommodante justement qu'ailleurs, c'est que la Fed, elle va avoir besoin de calmer les ardeurs des marchés financiers, potentiellement, à faire monter les taux. Bon, donc je pense que son discours, effectivement, a peu de chances d'évoluer. C'est pas pour les mêmes raisons que vous, mais bien sûr que je ne peux pas m'opposer au fait que ça la décrédibiliserait beaucoup trop. C'est un risque de décrédibilisation qui est trop important, mais de toute façon, ce n'est pas son intérêt. Et la raison pour laquelle elle avait ce discours qui commençait déjà à être un peu dove, qu'elle avait maintenu dove jusqu'en mars, souple en mars, alors que ça pouvait surprendre, c'est justement qu'elle prévoyait ce type de risque. Donc, je pense que pour le moment, elle va essayer encore un petit peu de temporiser et de faire en sorte que les marchés patientent et qu'on ne dépasse pas les bornes que l'on a déjà connues. Tenir en haleine, quoi. Ouais, tenir en haleine. Et comme moi, je n'ai pas de cycle sur le PIB, je regarde soit des indicateurs de prix, soit des indicateurs de volume, donc je m'intéresse plutôt aux indicateurs de production industrielle. Et la production industrielle aux États-Unis, elle ne fait rien. Hein. Enfin, bon, voilà. Donc, on est d'accord, on est là où on doit être. Oui, c'est ça. J'adore cette façon de dire. C'est que pour moi, aux États-Unis, si on a un moment où pendant 3-4 mois, la croissance s'emballe, bon, ben voilà, ça va durer 3-4 mois, mais c'est trop tôt pour avoir un retour de la croissance qui, sur mes cycles, arrive dans un an, quoi. Un an et quelques, de façon plus soutenue, un vrai cycle de croissance. Là, pour le moment, non, on est dans le mou, mais c'est pas particulièrement faible, mais il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Donc voilà, donc une Fed qui a besoin de beaucoup de mots pour que ces taux restent relativement stables en ce moment et que les marchés ne prennent pas le feu. Voilà. Après, moi, là où je suis particulièrement surprise, c'est de voir justement ce qui se passe au niveau sectoriel sur les marchés, et notamment sur les marchés américains, parce qu'il y a vraiment une rotation sectorielle qui est sur un cycle inflationniste de fond. Alors, moi, j'entends des gens qui me disent l'inflation, tendanciellement, elle baisse encore. Ouais, il y a un moment où on fait un point bas, et quand on fait le point bas, c'est que sur un mois, puis sur 2 mois, puis sur 3 mois, ça commence à remonter, alors qu'effectivement, sur 12, ça continue à baisser. Et ça, l'économie a du mal à saisir ce genre de choses.
bon, pour moi, effectivement, le point bas, c'est cette année et c'est actuellement plus ou moins Point bas les points d'inflation. de l'inflation. Alors maintenant, le cycle inflationniste, c'est un cycle qui se déploie sur 54 ans. Donc, avoir 6 mois... Ça commence à peine, quoi. Oui, mais mes points bas, c'est pas des points bas. C'est pas comme quand je peux répondre à quelqu'un sur de l'intraday, sur du S&P 500, où j'ai plus de fiabilité sur les minutes qui viennent. Là, bien entendu, c'est... Mais en tout cas, pour moi, les pressions ne sont plus particulièrement baissières sur l'inflation. Et donc le marché action notamment se met en mode reflationniste ou inflationniste. Moi, je constate que le marché action américain, sectoriellement, se met en mode reflationniste. Ouais. On n'a pas encore des signaux francs qui sont partout. Mais si je fais confiance au déroulé, aux amplitudes des mouvements, etc., il se passe ce que je pensais qu'il devait se passer. C'est-à-dire qu'on a un retournement des cycles sectoriels qui ont duré en gros une quinzaine d'années, parce que ça se situe entre 15 et 20 ans, parfois c'est 12, etc. Et donc un retour pour le moment qui est quand même assez marqué des valeurs pétrolières aux États-Unis. Exxon, des grosses chutes des valeurs de la santé, quand même. Alors on peut mettre ça sur le compte de Covid, quand elles publient, elles disent oui, mais hors Covid, tout va bien. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec tout ça, peut-être que c'est encore autre chose. On comprendra pourquoi plus tard toute la santé américaine baisse aussi fortement. Et alors en valeur relative, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, moi c'est la valeur relative pour faire de l'allocation de portefeuille. La santé, ça va pas bien. Année présidentielle. On voit les valeurs discrétionnaires aussi. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il y a des pondérations avec ces fameuses magnificentes qui sont plus que 5, quasiment là maintenant, peut-être même 4 bientôt. Ouais. On en perd une par jour là. Elles reviennent après. Oui, elles reviennent toujours. Oui, mais c'était plus 15 il y a 2 mois. Il y a un moment où elles reviennent plus, quand même, pendant longtemps. Ouais. Moi, je pense qu'elles vont pas revenir pendant longtemps. En relatif, une fois encore, parce qu'en prix, c'est pas pour ça que ça va s'effondrer, ces valeurs-là. Mais pour moi, en relatif, il y aura mieux à faire. Il y a quand même... oui. Donc... Bon. Et là, ce que vous décrivez, parce que c'est la discussion qu'on a depuis... Mais c'est sur du long terme. Mais c'est ce que je dis, Valérie. Sur 15-20 ans. Depuis Covid, on se demande si le monde a changé, a changé au point que les gagnants boursiers des 10 dernières années ne seraient pas les gagnants boursiers des 10 prochaines années. Je ne suis pas sûr que ce soit encore clarifié, que le débat est en cours. Mais vous, dans votre tête, la confiance grandit dans l'idée que, oui, le cycle des prochaines années sera mené par des leaders différents et des leaders venant de secteurs qui appartiennent plus à l'économie traditionnelle. Moi, je pense qu'il y a des choses dans l'économie qui se répètent, parce que en fait, c'est la façon dont nous nous adaptons au changement qui est constante. D'accord ? Les événements varient, mais la façon dont nous nous adaptons aux variations, elle est constante. Donc, les causes, pour moi, Covid, la grippe espagnole, le choléra, la peste. Bon. Il y a des patterns, c'est les comportements. Voilà, exactement. Il y a un moment, Covid, en fait, c'est arrivé pile au moment... C'est incroyable. Les gens qui me lisent depuis longtemps savent que je parlais depuis fin 2019 du point bas de l'inflation. Je n'ai jamais entendu parler de Covid comme personne, ni quoi que ce soit. Non, bien sûr. Et après, quand on entend les gouvernements dire on va dépenser, la Banque centrale qui dit oui, c'est ce qu'il faut faire, vous avez raison, on va baisser les taux. Dépenser, on va baisser les taux. Quand vous avez un cycle qui vous dit l'inflation doit remonter, vous dites oui. Oui, là, tout se met en place. Il y a des chances pour que ça marche quand même. Tout se met en place. Alors après, on vous dit oui, mais ça ne va pas durer. Bon, attends, on va voir, parce qu'on va voir sur les salaires. Et en ce moment, les services, les problèmes de l'emploi, etc. Et tout ça, c'est très long, mais... Ça se développe. Mais ça se développe et tous les cailloux avancent en même temps. Donc, pour parler des Mag 7, mais du thème de l'IA notamment, est-ce que, notamment sur le plan boursier, ou même sur le plan, je sais pas, ce qui est intéressant, je trouve, dans la publication de Meta, c'est que Meta nous donne la mesure de ce que ça coûte pour être ou se voir comme champion du monde de l'IA. C'est 35-40 milliards de dépenses de CAPEX sur un an. Et je crois qu'en plus, Meta a vraiment une vraie carte à jouer, parce que je crois qu'en nombre de GPU, ils sont quand même largement équipés aujourd'hui, beaucoup plus que d'autres.
Et le marché semble s'inquiéter de ça. Est-ce que c'est juste une réaction de marché un peu épidermique ou est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'il y a peut-être déjà un moment de surinvestissement, de surcapacité et d'une fatigue liée peut-être au thème de l'IA? Alors, moi, je ne suis pas habilité à parler de valeur. Non, je sais bien, en fait, mais sur ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que le thème IA. De toute façon, dans les leaders de la cote américaine, actuellement, ils sont tous associés de près ou de loin, de toute façon, à l'intelligence artificielle, et qu'ils ne vont pas tous bien avancer sur le sujet, et qu'il y en a certains qui vont dépenser sur des trucs qui serviront à rien. On a vu que Apple, il n'y a pas si longtemps que ça, a renoncé à un projet qu'ils avaient lancé. Bien sûr. Je me souviens de Facebook avec le métavers. À l'époque, tout le marché disait c'est dead money, votre truc, c'est fini, terminé, merci, au revoir. Et puis 1 an et demi après, 2 ans après, mais en fait, globalement, l'une des convictions qu'on a chez CPR, c'est quand même qu'il y a un vrai cycle qui se met en place et que, effectivement, il y aura des gagnants, des perdants, que tous ceux qui sont tout en haut de l'affiche aujourd'hui ne le seront pas forcément demain, mais il y aura aussi des nouvelles sociétés qui vont émerger. Qui aurait parlé de Nvidia à sa capitalisation il y a 3 ans. Je veux dire, il y a des poids lourds qui vont émerger. Et nous, on croit vraiment. Ça reste un thème d'investissement de long terme. Mais complètement. C'est pas quelque chose qu'on va évacuer comme ça dans les prochaines semaines. Après, de toute façon, sur les mouvements de marché récents, il y a plusieurs choses. Le premier déterminant de ce qui s'est passé, c'est de toute façon la Fed. Le fait que sur le mois d'avril, les taux longs aient beaucoup remonté, c'est ça qui a mis un premier coup d'arrêt de toute façon au marché action. Oui, puis remonter à des niveaux qui tout de suite génèrent un peu plus de perturbations, parce qu'ils ont remonté aussi les taux au premier trimestre. Mais jusqu'à en fait, 4, 4,20, ça va. À 4,50, 60, 70, et c'est marrant de voir que les marchés actions se fichaient presque complètement. Ils avaient complètement réoublié les taux longs. Oui. C'était une histoire obligataire. Jusqu'à mars, je ne sais plus quand exactement, mais ils avaient complètement oublié ce truc-là. Et puis tout d'un coup, c'est vrai que ça remonte quand même pas mal. Et 4,50. Et du coup, les marchés actions, ça fait un mois, quelque chose comme ça, que ça bouge plus, voire que ça baisse un petit peu. En plus de ça, il y a eu, je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact. La semaine dernière, il y avait la tax season aux États-Unis, le fait que les entreprises et les ménages aient payé leurs impôts avant le 15 avril. Dans certains États, il y a des petites, ça dépasse le 15 avril, donc cash in, cash out, quoi. C'est exactement ça. C'est les valeurs les plus liquides qui, comme par hasard, baissent tout d'un coup. Les plus détenus, ont baissé beaucoup. Un bon indicateur de ça, de cette tax season, c'est quand même, par exemple, les fonds monétaires américains ont décollecté pour 120 milliards la semaine dernière. Donc la semaine ce qu'on n'a pas vu depuis... C'est la deuxième décollecte la plus forte de l'histoire. Ah oui, d'accord. Donc il s'est quand même passé quelque chose, par exemple, la semaine dernière, qui est lié à la tax season, qui explique déjà une bonne partie des mouvements de la semaine dernière. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais en plus, il y a les taux. Et donc, dire que le fait que le Nasdaq ait un peu baissé là, c'est la faute à l'IA et c'est la faute à Nvidia, c'est un peu court. C'est super court, quoi. Très bien. J'y crois pas. non, mais hyper intéressant. Le point sur le tax day, tax season, effectivement, et c'est bien aux US que ça a le plus baissé, effectivement, depuis le début du mois d'avril. Et c'était comme par hasard, les valeurs les plus détenues, qui avaient le plus monté, etc. Bon. Sur les résultats, qu'est-ce qu'on peut dire un peu qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur à ce stade, Damien? Alors oui. Meta, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand même un coup d'arrêt? Est-ce que la tendance des Mag 7 est un peu abîmée, même si ça reste sur du long terme, évidemment, des boîtes incontournables, il n'y a pas de doute là-dessus, mais comme le disait Valérie, est-ce que pour un temps au moins, il y a peut-être mieux à faire ailleurs, sans être forcément short, agressif de ces valeurs Bien sûr. Est-ce que c'est terminé? Non, après... dans le cadre d'une rotation, c'est sûr que c'est pas celle qui va en bénéficier le plus. Alors, on parle beaucoup de positionnement et je trouve que depuis 3 mois, c'est particulièrement présent. C'est-à-dire que la plupart des brokers, enfin des intermédiaires qui voient les flux passer, ils parlent énormément de positionnement, en particulier au moment des publications de résultats. Par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de titres qui bougent, qui ont une certaine volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et les intermédiaires nous disent c'est du débouclage de position. Oui, c'est pas du fondamental. C'est pas du fondamental. Ça, j'imagine. Donc, en l'occurrence, quand on a des mouvements sur Meta à moins 12, à moins 15 aujourd'hui, parce qu'ils annoncent qu'ils vont augmenter leurs dépenses de R&D et leur CAPEX de quelques milliards, alors qu'il faut quand même se rappeler que Meta, ça génère 40 milliards de free cash flow par an. Donc,
on peut pas expliquer moins 12 parce qu'ils vous expliquent qu'ils vont augmenter leur... Ça prenait 15 il y a 2 mois quand ils annonçaient le versement d'un premier dividende. Oui, donc c'est la volatilité maintenant intrinsèque à certaines valeurs du Nasdaq. Mais je suis pas sûr qu'il faille en tirer des conclusions extraordinaires sur... l'IA va demander des investissements. On sait que l'IA demande beaucoup d'investissements. Nvidia, il dépense des dizaines de milliards par an pour ça. Bon, c'est vraiment de la réaction court-termiste du flux. Après, je pense que si on revient aux fondamentaux, aux valorisations, une fois de plus, les valeurs, les Magnificent et compagnie, leurs valos, elles ne sont pas absurdes. Hein, et comme on l'a répété à plusieurs reprises, depuis 1 an, les titres ont beaucoup augmenté, mais leur valo n'a pas bougé. Hein, c'est parce que leurs résultats ont beaucoup augmenté. Donc, il y a de la rotation sectorielle. Je pense que c'est de bonne guerre et c'est sain. Aller vers des valeurs un peu moins chères. Alors, sur la santé, en l'occurrence, je pense qu'il y a... Alors, Est-ce que l'Europe gagne en intérêt en relatif, par exemple, avec une Fed sur la retenue, un peu cornérisée? Est-ce qu'il faut baisser, monter, rien faire, etc. Alors que le chemin a l'air quand même plus clair pour la BCE, en tout cas jusqu'à un certain nombre de baisses de taux. Hein. Est-ce qu'en relatif, ça donne plus d'intérêt aux actions européennes aujourd'hui? Oui, alors je le dis en souriant parce que il y a peut-être période où on a dit oui, l'Europe c'est mieux. Il n'y a rien de drôle. Depuis mais octobre, ça fait très bien l'Europe. Oui, ça fait très bien, mais c'est même depuis 1 an et demi, 2 ans, ça fait très bien. Je le dis en souriant parce que j'allais dire c'est une tendance naturelle du gérant action en Europe de dire que l'Europe c'est mieux. Alors nous c'est pas notre cas, mais effectivement aujourd'hui on peut légitimement défendre le fait que l'Europe soit plus intéressante pour plusieurs raisons. Alors bon. La valorisation, c'est certain. La tendance de politique monétaire, elle va quand même être plus favorable à l'Europe qu'aux États-Unis, hein, parce que là, je crois quand même que c'est assez clair qu'on va vers une baisse de taux. Alors après, il y a certains banquiers particulièrement au quiche. Alors hier, le marché, il suffit pas grand-chose, hein, mais le marché s'est ému hier des interventions de banquiers de la Banque d'Allemagne. La Banque d'Allemagne, oui, c'est quand même historiquement, ils sont historiquement au quiche, donc être surpris par le fait que Nagel dise que c'est pas parce qu'on va baisser les taux en juin qu'on va les baisser après. Okay. Bon, déjà il est d'accord pour les baisser en juin, ce qui est déjà un premier pas pour Joachim Nagel. Exactement. mais je pense que le sens de l'histoire là, c'est quand même que il va y avoir une première baisse de taux, après on verra, mais en tout cas, d'un point de vue cycle économique, c'est quand même une bonne chose, ça va quand même faire un peu de relance, et ce, sur un marché où il y a quand même plus de cyclique que de techno. Donc pour le marché européen, c'est bien. À l'inverse, aux États-Unis, effectivement, on est peut-être sur des scénarios qui sont très très optimistes, nous c'est notre sentiment. C'est-à-dire des consensus qui sont devenus de plus en plus no landing ou soft landing et pratiquement plus personne qui... Alors le hard landing, c'est vrai que maintenant c'est difficile de le voir, mais on a d'un côté... Mais un landing quoi, juste l'idée d'un landing. D'un landing, mais aux États-Unis, on est sur l'idée d'un landing, ou d'un no landing quand même. Oui, c'est plutôt ça ces dernières semaines. Donc, aux États-Unis, on est très optimiste, et en Europe, historiquement quand même, quand on a des PMI qui se retournent à la hausse, plus l'inflation qui baisse, plus des taux qui baissent, pour le marché, ça a toujours été très bénéfique. Donc on a quand même tous les éléments qui se mettent en place pour avoir un marché européen qui se comporte bien. Valérie, sur l'action européenne en relatif, ça gagne en intérêt? Pas forcément. Disons que on se maintient depuis 1 ou 2 ans. C'est pas extraordinaire, mais enfin, on a cessé de perdre franchement du terrain, donc c'est déjà un premier point. Et ensuite, il doit quand même y avoir des rééquilibrages de portefeuille qui font que, quels que soient les PE, il y a des problèmes de surpondération dans la tech américaine qui sont quand même importants et qui peuvent prendre un petit moment à résorber, parce que si la tech américaine est surpondérée, c'est qu'il y a d'autres choses, et notamment en Europe, qui sont sous-pondérées. Et les marchés, c'est des flux, c'est des variations à la marge, donc effectivement, pour les mois qui viennent, moi je suis pas sûre que le truc qu'il faille surpondérer maintenant, c'est la tech. Pareil pour le luxe, c'est peut-être pas le moment encore de... Enfin, on a déjà bien rebondi justement sur le luxe, c'est pas mal. Hermès s'en sort toujours bien, mais après c'est plus délicat. Donc moi je crois qu'il faut vraiment reprendre des portefeuilles qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, avec de l'énergie, de la banque. C'est ça. Portefeuille des années 70, quoi.
Ça, c'est un peu j'en sais péjoratif, rien. ça. Non, mais... Ouais, c'est Christian Cambier qui Ouais, va dire ça, que tout le monde connaît, mais Christian Cambier il est venu il y a 2 ans en disant j'ai le portefeuille, je sais, je suis le seul à avoir vécu cette période-là, je sais quel portefeuille il faut avoir. Non, mais bon. Non, mais c'est juste par opposition à un moment C'était donné pas- entre le c'était pas pour fondamental et le momentum, ce qui a été le momentum a bien marché pendant des années. Et il y a un moment où ça Et revient. le momentum, il va changer, c'est tout. Ça ne va plus être les mêmes valeurs qui vont avoir le momentum. En fait, ça dépend. C'est comme pour l'inflation. Est-ce qu'on regarde le momentum sur les 12 derniers mois ou sur les 3 derniers mois? Les 3 derniers mois, il faut avoir de la Valérie, banque. De la banque, Valérie. de la banque. En Europe, parce qu'aux États-Unis. Juste parce qu'il nous reste peu de temps, mais quand vous dites énergie, est-ce que ça inclut par exemple le secteur minier? Parce que je voudrais bien qu'on dise un mot de l'opération Alors. du jour et de l'enjeu autour des métaux et notamment du cuivre qui est au cœur de cette proposition de rachat d'Anglo-Américaine par BHP Billiton. Alors, à terme, oui, ça va inclure le secteur minier. Mais pour le moment, le secteur minier, il pédale un peu dans la semoule. En Europe, je ne regarde pas, aux États-Unis, il y en a un petit peu moins, je ne regarde pas le Canada. Donc, en termes boursiers, j'ai du mal à dire franchement. Il y a pas de signal les clair pour clients, l'instant. si, allez-y, bourrez sur. Voilà, j'étais sortie il y a quelques mois et j'attends pour pouvoir re-rentrer. Des Secteur minières. pétrolier, ça, aux US, Alors, oui, secteur c'est pétrolier, clair. mais en Europe aussi. Et en Europe aussi, ça s'améliore mais pas quand pour les même, mines, pas pour les bien. ressources de base encore aujourd'hui. Il y a un scénario qui est jouable avec un risque qui est tout à fait maîtrisé. Les minières, il y a une telle volatilité sur les minières que à chaque fois le coût de l'erreur il est élevé. Donc je préfère attendre d'avoir un petit peu plus de cordes à mon arc. En fait, le mois dernier quand je suis venue vous voir, je me suis dit il faut vraiment suivre les matières premières. Ouais. Les matières premières, elles ont super progressé pendant un mois. Mais on n'a pas eu un accompagnement à la mesure convenable du secteur boursier derrière. boursier. Ouais, je comprends. Donc peut-être que les gens le mettent sur le dos de la géopolitique. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais donc pour le moment, il y a cet écart qui me gêne encore. C'est l'idée d'un super cycle des matières premières là, qui se construit aujourd'hui, oui. Bastien? Mais de toute façon, là, on a eu des années de croissance assez faibles après le Covid, etc. Et l'augmentation de l'inflation avec la hausse des taux directeurs, tout ça, enfin, la croissance mondiale était quand même assez faible. Malgré ça, le prix du cuivre n'est pas revenu à là où il était avant ce cycle-là. Donc, les prix sont déjà élevés et on connaît peut-être actuellement, à une échelle différente, l'équivalent de ce qu'on a pu connaître pendant le début de la guerre en Ukraine sur le gaz et sur le pétrole. Parce que très récemment, donc c'était ce mois-ci, il y a eu des sanctions américaines et britanniques sur l'importation de métaux russes. Ouais. Et à partir de là, le prix des métaux a vraiment très fortement augmenté. Donc on avait des prix qui étaient déjà restés, on va dire, historiquement élevé, on n'était pas au pic, mais c'était assez élevé par rapport à ce qu'on connaissait. Et là, c'est reparti à la hausse. Et on peut craindre des problèmes d'approvisionnement, peut-être, sur les années à venir, si ces tensions géopolitiques se cristallisent sur ce marché-là, alors que ça ne s'était pas encore vraiment cristallisé sur ce marché-là, alors que c'était déjà clairement le cas pour le pétrole et le gaz, quoi. Et effectivement, de toute façon, la demande va très fortement augmenter avec le déploiement des énergies renouvelables et il y en aura vraisemblablement pas assez les métaux de transition. Sur l'opération, non, loin d'être faite, mais l'idée quand même proposée par BHP de racheter Anglo-Américaine, visiblement c'est bien le cuivre qui les intéresse le plus dans les actifs d'Anglo-Américaine. C'est le retour des grandes opérations majeures Alors, c'est une OPE, déjà, c'est pas une OPA, donc on ne sort pas de cash. Échange c'est bon. Et ensuite, est-ce que c'est le retour des grandes opérations? Honnêtement, je suis incapable de dire, parce que celle-là, j'y crois pas plus que ça. Ouais. Ça paraît très très compliqué pour récupérer 20% de l'activité d'Anglo-Américaine, puisque le cuivre, c'est 20% de l'activité. Donc, ça veut dire faire des cessions en Afrique du Sud avec des actionnaires d'Anglo-Américaine qui sont à 36% de l'actionnariat d'Anglo-Américaine, c'est des Sud-Africains, et ils ne veulent pas perdre le blocage. Donc, ça me paraît très compliqué pour récupérer 20% d'activité. Alors, ok, ça augmenterait leur chiffre d'affaires dans le cuivre de 40%. Et puis deuxième point qui me dérange, c'est que le prix du cuivre, il a aussi grimpé ces derniers mois parce que les producteurs ont commencé à contrôler un peu leur production et à, on va pas dire manipuler le cours parce que c'est un gros mot, mais globalement ça revient un peu à ça. Gérer l'offre, quoi. À gérer l'offre, voilà, exactement. Donc, c'est bien dit. Voilà, exactement. Donc, voir un acteur
qui potentiellement irait chercher une plus grosse partie de l'offre pour gérer un peu plus l'offre. Là, ça leur donnerait 10% du mine extrait du cuivre extrait des mines. Ouais, je pense que ça serait pas une très très bonne nouvelle pour le client final. Donc c'est compliqué, c'est sûrement un peu opportuniste, mais j'y crois pas trop. Non. Aussi bien pour le réglementaire ça met la lumière quand même sur cet enjeu du cuivre, notamment Absolument, dans le cadre de la transition. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir débriefé cette journée intense en matière d'information économique et microéconomique. Était avec nous Valérie Gastaldi de Day by Day, Bastien Dreux de CPR Asset Management et Damien Charlet de Mandarin Gestion.